Ma mère est née en Indochine, donc à Phnom Penh, au Cambodge, et mon père au Maroc. Donc déjà, ça déstructure, entre guillemets, mes racines, ne serait-ce qu'à 1 degré, celui de mes parents, dans des milieux familiaux différents, des situations socio-économiques différentes. Puis je suis arrivé un peu par hasard à Saint-Émilion, en quelque sorte. Donc j'ai grandi à Saint-Émilion, qui est aussi assez cosmopolite, tout en étant un village d'agriculteurs, parce que même si c'est de la vigne, ça reste des agriculteurs. C'est des agriculteurs très riches, mais ça reste des agriculteurs. Donc c'est aussi un mélange à Saint-Émilion, des gens du monde entier qui viennent. Et après, oui, mes parents ont vraiment contribué à me rendre curieux, pardon, à la fois par l'éveil, j'ai envie de dire, et le fait de me montrer des choses et de faire en sorte que je m'intéresse aux choses. Donc je pense que les parents y sont pour une grande partie. L'école primaire où j'ai grandi était assez idyllique aussi. C'était l'école privée de Saint-Émilion, qui était j'ai envie de dire une super école. En tout cas, au moment où j'y étais, c'était vraiment super. Et ça laissait beaucoup de place aussi à la curiosité. Et après, je pense qu'il y a forcément une part de personnalité aussi, en quelque sorte génétique, si j'ose dire, où j'ai eu cette chance d'être plutôt curieux et en tout cas de chercher à résoudre des problèmes. C'est-à-dire que les problèmes ne me semblent pas insolvables et j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent, etc. Donc ça fait partie de ma curiosité. Et sur l'aspect informatique des choses, parce que j'ai une appétence à l'informatique depuis toujours, même si mon parcours est différent, c'est que, encore une fois, un peu par hasard, là, j'ai eu un ordinateur, j'ai eu un ordinateur pas personnellement, mais il y a eu un ordinateur à la maison quand j'avais 3 ans, alors que mes parents n'étaient pas du tout branchés informatique ou autre à l'origine. C'était un peu concours de circonstances, mais ils y ont vu un bon truc pédagogique. Et à 7 ans, j'ai eu Internet. Donc de la même manière, ça ouvre sur le monde. Si c'est bien encadré, etc., c'est plutôt très bénéfique à cette époque-là. Surtout qu'à cette époque-là, pour faire fonctionner tout ça, on est obligé de se poser un peu la question de comment ça fonctionne, parce qu'on n'est pas à des niveaux d'expérience utilisateur qu'on a maintenant. Il y a plus de bugs, il y a plus de problèmes. Donc comme il y a des problèmes, il faut apprendre à les résoudre et comprendre un peu comment ça marche. Et après, c'est aussi via la créativité que j'ai beaucoup abordé l'informatique, parce que ça permettait de créer des choses, que ce soit du graphisme, de la vidéo, de la photo, de la musique. Donc tous ces aspects-là aussi ont été importants, je pense. Faire des liens entre les différentes disciplines et recherches, c'est ça qui me... c'est quand même le lien qui me guide. J'aime bien les choses qui sont transdisciplinaires. C'est pour ça que Bitcoin m'a apparu comme quelque chose d'absolument foudroyant, parce que c'est extrêmement transdisciplinaire, et c'est des disciplines en plus qu'on n'a pas l'habitude de... il y en a certaines qui sont plus courantes, mais c'est des disciplines qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ou du moins d'étudier en profondeur. Par exemple, la game theory, la théorie des jeux, c'est totalement curieux et presque incohérent qu'on n'en ait pas des fondements plus jeunes, quoi. C'est quand même un truc qui est extrêmement intéressant pour la prise de décision au quotidien, qui est intéressant pour la prise de décision collective. Au moment où on fait la guerre froide, c'est bizarre qu'on ne parle pas de théorie des jeux. On parle plus ou moins de l'équilibre de Nash, mais sans jamais prononcer qu'il y a des gens qui ont réfléchi mathématiquement à de la modélisation de ce genre de choses. Pareil sur la théorie des incitations, c'est quelque chose dont on ne parle pas tant que ça. Alors finalement, il y a 3-4 ans, le Nobel, c'est sur ça qu'il faisait des recherches. Le nudge, c'est plus ou moins de la théorie des incitations. Donc il y a plein d'aspects comme ça. Même après, moi, il y a des choses que j'ai découvertes à travers Bitcoin, la thermodynamique, par exemple, que je connaissais assez peu et que j'ai appris via des articles, par exemple, de Pierre Noisa sur le minage ou ce genre de choses. Donc en fait, ça ouvre plein de sujets. Le sujet de la monnaie, c'est un sujet qui m'intéressait depuis plus petit. Le sujet de l'informatique et de l'informatique distribuée et du monde de logiciel libre, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà. Mais ces autres disciplines, elles n'étaient pas forcément aussi proches, en tout cas, de mon point de vue, de ma connaissance. Et ça m'a beaucoup plu. La rencontre avec Jacques Favier. Alors avec Jacques, on a eu un entremetteur, entre guillemets, parce qu'on avait des points communs.
On a tous les deux des liens avec le viticole de manière directe ou indirecte. On a tous les deux des liens avec le grec ancien de manière directe ou indirecte. Tous les deux des liens avec le Maroc de manière directe ou indirecte. Donc en fait, quelqu'un a dit à Jacques, donc en 2013 ou 2014, j'ai rencontré, du point de vue de Jacques, j'ai rencontré un petit jeune de Bordeaux. Vous devrez bien vous entendre. Vous avez le côté littérature, ces autres points communs, trucs. Et moi, de la même manière, il m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un au meet-up de Paris. Je pense que tu pourrais bien t'entendre avec lui, etc. Donc après, on s'est contacté, on s'est vu à Libourne, donc pas loin d'ici. Et on a finalement bien sympathisé et commencé à faire des choses ensemble, et les repas du coin. Après, on a commencé à aussi se pencher sur le fait de faire une association, puis les bouquins. Enfin, ça a été assez naturel de travailler ensemble, même si on a des méthodes différentes. On avait quand même beaucoup de points communs sur la pensée et sur la volonté d'avoir un mode d'action avec une communication un peu différente. Qui nous a réunis en quelque sorte. Une deuxième édition de la monnaie acéphale. Le but, c'était de vraiment pas trop changer l'ouvrage. Donc on a changé on a enlevé toutes les coquilles qui nous étaient remontées. Après, on a changé quelques chiffres un peu plus cohérents. Mais on avait vraiment essayé de modifier le moins possible le texte, et plutôt de faire un addendum en fait, qui lui fait un petit point d'étape sur ce qui est devenu un peu Bitcoin et le futur de Bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale. Donc voilà, c'est un petit addendum, c'est pas gigantesque, mais c'était avant tout parce qu'en fait l'éditeur n'imprimait plus le bouquin alors qu'il y avait de la demande, donc on a dit faut qu'on fasse quelque chose. Et comme on avait suggéré une seconde édition quelques mois auparavant, ils nous ont dit donnez-nous cette seconde édition, on le réimprime. Les projets sur lesquels tu travailles. Ce qui me passionne, il y a plein de choses qui me passionnent, mais j'ai un peu moins le temps justement de flâner, j'ai envie de dire. Mais mon activité professionnelle, je gère un fonds d'investissement qui s'appelle Shift Capital. J'en parlerai pas plus parce que ça s'adresse pas au retail, donc j'ai pas le droit d'en parler plus que ça. Donc c'est un fonds d'investissement qui fait des investissements dans les crypto-monnaies. Donc ça me prend une bonne partie de mon temps. Après, j'accompagne pas mal de boîtes. Ça aussi, ça me prend pas mal de temps. Je suis aussi encore président de l'asso Le Cercle du Coin. Après, il y a diverses interventions un peu à droite à gauche, on va dire l'évangélisation en quelque sorte. Et puis après, je travaille aussi sur un autre projet annexe pour l'instant qui est pas du tout révélé et qui me prend pas mal de temps aussi. Et sinon, sur les sujets, entre guillemets, là en ce moment, forcément, comme tout le monde, je me repense sur l'IA, même si c'est quelque chose que j'avais déjà pas mal creusé. Surtout que moi, après la lettre classique, j'ai fait de la programmation linguistique, donc tout ce qui est GPT, etc., me parle beaucoup. C'est quelque chose qu'on attendait extrêmement en linguistique, d'avoir des modèles de langage qui fonctionnent mieux. Et là, on arrive quand même à quelque chose d'assez puissant. Ça montre encore une fois la force du langage, parce que la vraisemblance de GPT pourrait faire gober n'importe quoi. La vraisemblance langagière, finalement, ça qui est assez amusant. Et après, je m'intéresse pas mal aussi à la biologie comportementale, la psychologie évolutionnaire, ce genre de choses, tout ce qui va être théorie de la morale. Voilà, c'est des sujets qui m'intéressent pas mal. J'ai moins le temps de creuser. Je veille sur les innovations, nouvelles technologies. C'est toujours un peu compliqué de trouver un terme qui englobe tout ça. Sur l'aspect politique, je veille un peu moins qu'avant. Par exemple, je suis un peu moins ce qui se passe vraiment en politique, j'ai envie de dire quotidienne. Et après, déjà, le truc, c'est que les crypto-monnaies en soi sont un sujet où il y a des innovations de partout et une constante dynamique finalement du savoir. Donc, pour continuer de bien l'appréhender, ça prend énormément de temps. Et en plus, idéalement, il faut aussi le
le tester. Enfin, c'est aussi ça. Là, il y a plein de protocoles que j'ai pas encore testés, que j'ai pas encore eu le temps de lire bien le white paper, de bien regarder les implications. Par exemple, je vais dire un exemple au pif, mais Aptos, j'ai pas encore regardé vraiment de près le projet en lui-même. Donc, est-ce que c'est juste un truc de VC ou est-ce qu'il y a une vraie innovation, en quelque sorte? Voilà, c'est qu'il y a tellement de choses que si on veut creuser un peu les sujets, on est obligé de mettre un peu d'autres choses de côté, quoi, de faire des choix, des renoncements, du coup. C'est ça. Web3 égale bullshit. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu c'est un peu le retour de la blockchain et du blockchain bullshit, en quelque sorte, qu'on a combattu en 2017, et voire un peu avant. Après, ça me semble quand même un peu moins être décalé, parce que c'est juste que c'est plus orienté vers l'expérience utilisateur et l'usage final que ce qu'il y a en dessous. Ça me pose quand même problème, parce que la décentralisation, la distribution, la réflexion politique qui est derrière, les questions de vie privée, toutes ces questions-là, elles sautent un peu, et ça reste quand même un terme marketing qui, en plus, n'est pas forcément dont on peut discuter la pertinence, quoi. Parce que même si on est et je suis pas un grand fan du rigorisme sur le langage, mais si on est un peu rigoureux, ça se limite pas au web, rien que ça, la révolution qu'apportent les Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc, et c'est toujours cette volonté, à mon sens, qui enlève le jeton. Et pour moi, je préfère qu'on parle de token, ou je préfère qu'on parle de crypto-monnaie, ou même, enfin, pour moi, les trois notions les plus importantes, c'est l'aspect protocole, c'est l'aspect consensus, et c'est l'aspect jeton. Et bien sûr, décentralisation, etc. Mais ça, je le mets un peu dans le protocole. Enfin, forcément que le protocole doit être distribué. Enfin, c'est tout le but des crypto-monnaies. Donc, c'est très compliqué, de façon d'avoir un terme englobant tout ce champ, cette révolution paradigmatique. J'en ai pas forcément de meilleur, hein, mais en tout cas, je pense que chasser le terme protocole, c'est une mauvaise idée, même si c'est un peu le cas. C'était l'avantage un peu du terme blockchain, parce qu'aux US, au moins, ils disaient souvent blockchain protocole. Nous, on l'avait pas du tout. On ne disait pas protocole à blockchain en France, on disait blockchain. Et cette notion de protocole, pour moi, elle est super importante, parce qu'elle permet de comprendre que c'est vraiment des fondements. Et après, quitte à parler j'ai envie de dire, de quelque chose de plus descriptif qui s'enlève de la tech, pour moi, j'aimerais parler d'institutions numériques, quoi. Enfin, c'est des institutions numériques plus ou moins faibles, mais c'est des institutions numériques, parce que ça rentre totalement dans la définition de ce qu'est une institution. C'est-à-dire dans le sens où c'est un ensemble de règles, ou même une espèce une normalisation, mais au sens de la loi, en quelque sorte, qui est séparée des individus et qui va régir les rapports entre les individus de manière extérieure. Donc finalement, ce sont des institutions qui sont en train d'être créées. Bitcoin est une institution, c'est une institution monétaire non étatique dans le cyberespace, avec un consensus décentralisé qui s'appuie sur diverses technologies de cryptographie et de réseaux distribués. Donc en voyant la chose de cette manière, je trouverais ça plus intéressant, parce que même si le terme Web3 montre bien qu'il y a cette idée d'usage, ça dégomme totalement ce sens. Enfin, web, on sait que le web est une suite de protocoles, donc pour ça, c'est pas mal. Il y a une évolution du 2 au 3. Bon, souvent, on dit que c'est le fait de posséder read, write, own, qui est le 3 en fait, du Web 3. Mais c'est pas uniquement résumer ça de la possession, ça me semble délétère, parce qu'en réalité, le Web 3, c'est plus du Web 1 avec les techs de front qu'on a maintenant, en quelque sorte. Si on pousse au bout des choses, c'est plus
un retour en arrière avec des features différentes en termes de philosophie qu'une évolution de ce modèle Web 2 en silo avec des géants, etc. Donc je trouve que tout ça élimine vraiment la notion de commun et d'institution. Quelque chose qui aurait intérêt, à mon sens, à être mis en avant, notamment pour recapter toute une partie de la population, pas forcément partout dans le monde, mais par exemple en France, la gauche, on va dire de manière très floue, mais bon, on va dire ceux qui ont des sensibilités de gauche vont beaucoup plus refuser finalement les crypto-monnaies, etc., parce qu'ils y voient quelque chose de purement dans la continuité du capitalisme actuel, je dirais même du néolibéralisme orthodoxe actuel, qui du coup semble extrêmement nocif de leur point de vue, parce que ça ne ferait qu'accentuer les mauvais côtés déjà actuels, alors que c'est quand même une refonte complète, et c'est surtout des communs, donc si finalement ils sont modifiables par tous, et si il y a beaucoup de débats d'idées déjà au sein des crypto-monnaies, mais s'il n'y a pas de débat d'idées entre les grands ensembles idéologiques au sein des cryptos, bah forcément que ça va accentuer cette direction. Et je pense que si on parlait de commun et d'institution, bah déjà ces gens-là pourraient plus s'intéresser au sujet. Après, il y a aussi le biais un peu technophobe, on va dire, de la gauche, la méfiance de l'innovation, qui assimile beaucoup ça au bullshit, etc. Bon, ça, je suis dans l'opinion, là, je ne parle pas de papier ou autre. C'est des impressions, elles peuvent peut-être être très mauvaises, en tout cas, c'est d'un point de vue de mon expérience personnelle, c'est ce dont j'ai l'impression. Et faire prendre conscience que c'est des institutions, c'est aussi impliquer tout le monde et c'est re-responsabiliser tout le monde. C'est-à-dire que une institution qu'on délaisse, ben c'est les autres qui la dirigent, finalement. Et c'est pour ça que plus les gens s'emparent de ces connaissances, de ces modèles, et surtout ne restent pas enfermés dans le paradigme précédent en passant sans cesse par des tiers, même pour interagir avec ce modèle, n'y voyant que l'aspect, entre guillemets, spéculatif ou autre, finalement ils seront pas totalement esclaves, parce que contrairement à nos institutions actuelles où on a un opt-out qui est uniquement, le fait du coup de sortir, qui est uniquement en changeant de territorialité, là on peut changer très facilement de réseau, j'ai envie de dire. Donc les gens pourront toujours changer de réseau ou même quitter le custodian, le dépositaire à qui ils donnent leur crypto. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il y a une compréhension de toutes ces logiques, au moins minimales, et au moins dans le sens que c'est pas une répétition de ce qui existe déjà, c'est une vraie rupture, et c'est une rupture où plus il y a un spectre de personnes différentes qui y participent, plus elle sera finalement modelée à un consensus qui conviendra au plus grand nombre de personnes. Et même si ça crée des scissions, c'est pas grave, c'est le jeu. Mais en tout cas, tout le monde s'en empare. Alors que là, j'ai peur justement j'ai peur, c'est un grand mot, j'ai peur. Mais j'ai l'impression que avec ce terme Web3, on va vraiment se couper finalement de potentiellement tout un pan de la population qui s'intéresse, par exemple, c'est curieux, mais les gens qui s'intéressent à la Constitution, aux ateliers constituantes, etc., sont plutôt des gens qui vont être opposés aux cryptos, quoi. Il y en a, hein, bien sûr. Je dis pas que je fais des généralités, mais ça n'existe jamais une généralité totale. Mais en tout cas, il y a assez peu en tout cas en France, d'intersection entre ces milieux, alors que théoriquement, s'il y a des mecs qui devraient s'intéresser aux crypto-monnaies, c'est les gens qui travaillent sur les idées de refaire des constitutions. Donc c'est ce terme-là, à mon sens, enlève tout ce champ-là et se projette vraiment plus du côté de l'entreprise et de l'application, en enlevant le côté infrastructure, institution, très bas niveau, quoi, qu'il y a dans les cryptos. Et en enlevant encore une fois le token. C'est ça, moi, qui me... enlever la logique d'incitation et enlever la récompense financière qui, pour l'instant, est le meilleur moyen d'avoir une autonomie de ces réseaux, parce que finalement, ils se compensent financièrement
Et c'est tout le problème qu'a subi le libre pendant des années et des années. C'est-à-dire que le libre a toujours eu des soucis de financement. Et là, pour une fois, on peut faire des protocoles du coup, qui sont communs, sur lesquels il peut y avoir des règles communes que n'importe qui peut essayer d'influencer en quelque sorte, se retrouvent sans forcément tous ces gens-là qui, depuis des années, souhaitent ça, en fait, mais qui par soit un a priori anticapitaliste, soit par un a priori sur même la population. Parce qu'en fait, plus aussi il va y avoir peu de gens dans d'autres camps qui vont avoir d'autres idées, plus le camp dominant sur les idées va pouvoir être bruyant et aussi effrayer d'autres gens de venir. Donc il y a un espèce de cercle vicieux. Donc je pense vraiment qu'on aurait intérêt en tout cas à réussir à capter ces gens-là en essayant de faire comprendre que c'est pas juste une espèce de mode temporaire pour faire du business, mais que c'est un potentiel changement d'institution très profond, quoi. La dédollarisation. Ça, c'est un sujet que j'aime bien parce que j'en ai parlé il y a quelques mois sur BFM où je disais que quand c'était au moment où l'Iran commençait à contourner entre guillemets en faisant de la compensation via Bitcoin, et il y avait un autre pays à ce moment-là qui s'intéressait au sujet. Enfin, c'est la Russie aussi qui venait de dire qu'elle acceptait pour les paiements en Bitcoin. Et là, pour moi, c'est clair que la dédollarisation elle était en cours. Moi, j'attendais le move des monarchies pétrolières. J'attendais que les monarchies pétrolières montrent une ouverture à d'autres choses que le dollar. Ce qui s'est passé là, à l'instant. Et c'est c'est extrêmement puissant parce que ça renverse totalement un ordre établi qui commence à être là depuis un bon bout de temps et qui semblait indépassable et qui peut avoir des répercussions extrêmement fortes. C'est dur de savoir dès maintenant les répercussions qu'il va y avoir. Tu veux dire les conséquences de ça? Oui, ouais, on peut avoir... le fait de ne plus être maître du pétrole avec la monnaie dollar, c'est potentiellement moins de contrôle sur l'impression du dollar. Parce que là, le fait d'imprimer du dollar n'était pas gênant parce que finalement, c'était ces monarchies pétrolières qui le recaptaient de manière indirecte. Ça, si c'est moins le cas, ça peut quand même changer l'équilibre du monde. Après, c'est vraiment dur de savoir ce qui va se passer. Moi, mon pari, c'est que au bout d'un moment, ces pays qui se dédollarisent vont comprendre que être le vassal d'un nouveau pays impérialiste n'est pas forcément le bon plan. Ils vont se dire qu'ils préfèrent avoir une neutralité dans leur settlement, dans leur monnaie de compensation. Et donc utiliser quelque chose qui est neutre. Et il semblerait que le Bitcoin soit quand même le plus adapté pour ça, en tout cas. Après, moi, je pense que Ethereum peut aussi séduire parce que ça peut être plus facile à contrôler. Enfin, c'est moins neutre, en quelque sorte. Ça peut aussi avoir des avantages d'être moins neutre. Mais Bitcoin semble vraiment le plus adapté parce que c'est de par son aspect énergétique aussi, il y a clairement un cercle logique à utiliser une monnaie basée sur l'énergie pour échanger des matières premières qui sont avant tout des réserves d'énergie, soit directes, soit indirectes. Donc finalement, cette dédollarisation, là on en voit j'ai envie de dire, on en voit le début de manière quand même assez agressive. Hein. C'est quand même des grosses annonces qui tombent les unes après les autres. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a du dollar quand même dans les réserves de tous les pays du monde. Enfin, c'est la monnaie de réserve de la majorité des pays du monde. Donc, ce n'est pas demain non plus que le dollar va disparaître. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fameuse fin un peu du monopole du dollar qu'on attendait, elle est en train d'arriver, quoi. Elle est en train d'arriver. Et ça risque de provoquer de gros changements, de grosses remises en question. Et c'est là où je pense que c'est extrêmement intéressant pour les crypto-monnaies parce que ça va du coup ouvrir la réflexion sur le sujet, remettre ce sujet sur le devant de la scène et
Et clairement, moi j'ai l'impression que c'est dans les intérêts des États producteurs de matières premières d'avoir une monnaie neutre pour échanger, pour éviter justement de se retrouver coincés de la même manière. Et c'est assez intéressant la manière dont ça se fait, parce que bon, il y a la crise en Ukraine. Est-ce qu'on en serait arrivé là sans le blocage de SWIFT, sans le blocus un peu contre les Russes de la part des États-Unis sur le dollar, on ne serait peut-être pas arrivé là. Donc, est-ce qu'en plus, ils ont provoqué eux-mêmes cette dédollarisation? C'est ça le plus intriguant, parce que c'était quand même concevable. Pas forcément, c'est pas forcément ce qui allait se produire, mais c'était concevable qu'en faisant ça faisait porter un risque sur le dollar. Bon, après, il y a toujours l'armée derrière le dollar, faut pas non plus l'oublier. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, je trouve, de réussir à prédire ce qui va se passer. C'est toujours dur de prédire en tous les cas, mais là, c'est assez compliqué parce que ça peut aller dans plusieurs directions différentes. Les réactions peuvent être très fortes et épidermiques. On touche quand même à ce qui a fait l'hégémonie des États-Unis, quoi. Donc c'est quand même l'administration pourrait réagir de manière beaucoup plus violente. Je serais curieux, par exemple, si Trump était en ce moment même au pouvoir et qu'il se passait la même chose, qu'est-ce qui se passerait, par exemple, ou même un autre que Trump, même un Bush ou j'en sais rien. Parce que là, pour l'instant, bon, j'ai envie de dire, ils ont pas mal de problèmes à gérer en interne aussi, mais pour l'instant, la réaction, là, il y a eu beaucoup d'annonces, mais la réaction me semble pas extrêmement agressif ou très violente de la part des États-Unis, alors que c'est un renversement inédit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rebat les cartes. Moi, j'ai l'impression que ça laisse place à plus de possibilités qu'avant. Et finalement, c'est un peu ça qui m'intéresse, parce que c'est là où on peut avoir potentiellement un impact. Et ça permet... comme Bitcoin permet de se poser des questions sur la monnaie, sur plein de choses, ça permet de se poser des questions sur beaucoup de choses, de remettre sur le devant de la scène beaucoup de choses. Après, j'ai envie de dire que les problèmes matériels et les problèmes sociétaux de la vie courante prennent hélas le dessus sur les aspects macro, alors qu'on est dans un monde où il faut penser macro, parce qu'on a des problèmes macro. Le réchauffement climatique est un problème macro. J'ai envie de dire, la finance est presque un problème macro aussi. Et là, il y a eu une tribune, mais l'IA est un problème macro aussi. Donc, et on va en avoir de plus en plus. Le spatial, c'est un problème macro. La haute mer, c'est un problème macro. Donc finalement, en plus, j'ai envie de dire que la vision universaliste, elle disparaît de plus en plus, ce qui me semble encore plus gênant quand on arrive à une période de l'humanité où la pensée locale, même s'il faut l'avoir, elle ne peut pas exister sans la pensée globale. C'est quand même assez complexe comme situation. Enfin, s'il y avait un moment, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est leur horreur absolue de penser une alliance mondiale, un gouvernement mondial ou quoi que ce soit, mais s'il y a un moment où il faut réussir à se mettre un peu d'accord sur 2-3 trucs, en ayant pas trop de crise de confiance, c'est maintenant. Et là, on en est plutôt loin, quoi. Après, il y a tous les schumpeteriens qui diront tant mieux, c'est de la destruction créatrice, sauf que là, ça peut être de la destruction pour le réchauffement climatique, non. Ça foutra un bordel sans nom potentiel, mais l'humanité survivra. Pour l'IA, c'est un risque existentiel, par exemple. Et c'est dur de se dire qu'on va dans un monde qui va être beaucoup plus multipolaire, qui va avoir beaucoup plus de mal à trouver des accords, quand il y a potentiellement un risque existentiel et 2 risques planétaires qui ne sont pas existentiels, mais qui sont quand même à très haut niveau. Moi, je ne mets pas trop l'Armageddon dedans, parce que c'est pas que ça ne pourrait pas arriver, mais ça me semble être... c'est beaucoup plus actif comme démarche. C'est-à-dire que déjà, ça veut dire qu'on appuie sur des boutons pour foutre des bombes, quoi. C'est pas juste les habitudes de chacun et du monde entier, les habitudes de consommation, etc., qu'il faut changer, ou la structure globale, l'infrastructure globale du monde qu'il faut changer. Ça, c'est un
c'est un problème, c'est notre problème de gestion de la violence, j'ai envie de dire en quelque sorte. Donc c'est encore autre chose. Et l'IA, ça serait, c'est simplement que, je sais pas, les labos bactériologiques qui sont, on s'est entendu sur le fait d'à peu près avoir des normes internationales et de les réguler de manière internationale. Ça me semblerait cohérent que ce soit la même chose sur l'IA si on arrive à un moment du progrès où il y a un potentiel risque existentiel. Je dis pas que... Là, on n'y est pas encore. Là, on s'en approche quand même. On s'en approche parce qu'en plus, le problème, c'est qu'on sait que c'est exponentiel. Donc, comme toute exponentielle, on la voit pas. C'est propre d'une exponentielle en étant humain. On a un problème à voir les exponentielles. Donc là, on sait que normalement, c'est exponentiel. Les experts du domaine, qui généralement sont modestes quand ils parient sur 2040, ce genre de choses pour une intelligence artificielle générale. Et on sait qu'à ce moment-là, on commence à entrer dans la zone de risque de faire une intelligence qui nous dépasse sur tout point et qui a un but absurde parce qu'elle n'est pas alignée avec les humains. Mais ça peut être de manière en plus, ça peut être une erreur, quoi. Enfin, il n'y a pas de volonté. Moi, je mets même pas de volonté de l'IA ou autre. Si on passe au niveau de conscience, alors là, on est peut-être encore plus dans... Mais ça, on en est potentiellement très loin. Si on arrive à créer quelque chose de conscient et que sa volonté, c'est de se reproduire, voilà, on est plutôt foutu. Mais ça, pour le coup, il n'y a pas un grand accord sur ce sujet-là et ça devrait arriver beaucoup plus tard. Mais en revanche, sur une IA qui a été programmée par telle armée ou telle armée qui a pour seule raison d'être d'exécuter la tâche première pour laquelle elle était créée, celle-là, elle peut dérailler finalement. Et on est tellement manipulable, et si on crée quelque chose, ce sera tellement un paradigme d'intelligence qui sera au-dessus de nous qu'on est cuit, quoi. Enfin, on est potentiellement en train de créer le maillon au-dessus de la chaîne d'intelligence. Et pour l'instant, tout se passe pas trop mal pour nous parce qu'on est plutôt, enfin, intelligence avec, bien sûr, c'est toujours compliqué de définir l'intelligence, etc. Mais en tout cas, ce qui fait que nous humains, on a pu maîtriser l'énergie à ce niveau-là. On va peut-être avoir quelque chose qui pourra le faire encore plus. Et en plus, on est biaisé comme jamais, on a des limites qui sont très fortes et on pourrait créer quelque chose qui a beaucoup moins de limites, beaucoup moins de biais. Et voilà, c'est clairement une menace sur laquelle il faudrait en tout cas se mettre d'accord pour prendre des précautions comme on peut le faire dans la médecine, quoi. Enfin, ça semble logique. Quand les gens s'amusent à manipuler des bactéries, des virus, etc., on les encadre. Quand ils s'amusent à manipuler ce qui sera potentiellement une intelligence qui nous dépasse, c'est pas mal qu'ils puissent être encadrés aussi. Même si je suis pas un grand fan de... je suis pas pro-régulation surtout, quoi. Mais sur un truc où il y a un risque existentiel, je pense que c'est important. Regard sur la France actuelle. Je pense que c'est une continuité de la lutte des classes en quelque sorte. C'est logique ce qui se passe. Et après, je pense que les problèmes, moi je suis pas réformiste. C'est pas dans le sens de la prise du pouvoir, c'est dans le sens de la modification. Clairement, pour moi, il faut changer de constitution ou il faut changer d'ordre politique total. Il faut changer la structure, quoi, pour réussir à arriver à un modèle plus bénéfique pour tous. Pour ces institutions, elles sont trop datées, elles sont pas logiques par rapport aux problématiques qu'on a maintenant et la manière et à l'organisation de la société de maintenant, par rapport à ce qu'on produit maintenant, par rapport à tous les enjeux de notre temps. Donc personnellement, je trouve que, comment dire, c'est pas pisser dans un violon, mais je veux dire, ça, c'est pas. Je comprends tous ces gens qui se battent pour ces 2 ans qui peuvent être atroces dans plein de cas de figure, sachant qu'en plus on a encore cette espèce de valeur travail, mais qui est une valeur emploi, où un rapport très bizarre au travail, où on veut absolument pas... on était censé quand même faire de l'automatisation avec l'innovation,
et on en vient presque à refuser l'automatisation pour ne pas mettre des gens au chômage. Enfin, il y a un moment où il faut qu'on repense notre système de société pour ne pas baser toute la société sur les chiffres de chômage, quoi. C'est quand même un sacré problème, à mon sens. Donc, moi, j'ai envie de dire que la politique telle qu'elle est effectuée actuellement, personnellement, j'y crois plus trop. Donc, j'essaie d'aller au moins pire, on va dire, en quelque sorte, enfin, d'espérer le moins pire. Mais sans changement global des institutions et de l'organisation de la société, je vois pas du tout de résolution finalement des inégalités ou de la violence interclasse. En plus, on n'arrive même plus à trouver d'alignement ou assez peu d'alignement dans les luttes. La polarisation, elle est de plus en plus grande. La mémoire est courte. On oublie le fascisme, on oublie ce que c'est que des guerres, on oublie plein de trucs, ce qui me semble gênant. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on s'entend de moins en moins parce que les discours se radicalisent, se packagent de plus en plus aussi, où il y a en fait, à gauche, c'est tous ces trucs-là, sur le nucléaire, il faut avoir cette position, sur ce truc, il faut avoir cette position. Il n'y a plus de toute logique sujet par sujet. C'est vraiment une logique de pack qui est hyper gênante, parce que chaque sujet mérite sa réflexion, j'ai envie de dire, et sa logique. Elle ne peut pas forcément s'inscrire dans une logique globale, surtout que parfois c'est basé sur des arguments pauvres. Donc pour moi, c'est vraiment un moment compliqué à la fois parce que toute la société a changé, parce qu'elle change de plus en plus vite, que ceux qui nous gouvernent sont, à mon sens, à milieu des problématiques réelles des gens de la vie de tous les jours, sont à milieu de se saisir finalement de ces innovations. Comme s'ils ne comprenaient pas. Oui, non, mais c'est du théâtre, quoi. On est vraiment là, arrivé dans un théâtre politique où il se passe des choses de manière assez lente sur des sujets très pragmatiques. La retraite, oui, clairement, si Macron fait passer, la réforme est passée, si elle continue d'être là, parce qu'il craque pas avec les grèves et les manifs, ok, la France va pouvoir continuer à emprunter sur les marchés à des taux plus favorables. Voilà, c'est de ça qu'on discute, quoi. On sacrifie la vie des gens pour emprunter à un taux plus favorable. Je trouve ça assez peu intéressant en termes de réflexion politique où qu'on soit, quoi. Enfin, il n'y a plus aucun imaginaire commun, il n'y a plus aucun dessin commun. C'est vraiment des contes d'apothicaires au plus haut, finalement. Donc, alors que tout ça devrait nous servir, il ne devrait pas être contre nous. Donc, personnellement, oui, je sais pas que je suis désillusionné. Justement, je suis plutôt optimiste d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue rationnel, un peu moins. Mais je pense qu'on a les outils, justement, avec les protocoles consensus décentralisés qu'on fait naître les cryptos, ou même d'autres choses comme les innovations dans les zero knowledge, donc dans les preuves à divulgation nulle, ce genre de choses, qui pourraient nous permettre d'avoir des institutions qui concernent notre vie privée, qui réussissent à un certain degré d'automatisation, qui permettent de finalement plus nous aligner. Parce qu'en plus, c'est pas un jeu à somme nulle, quoi. Les États qui fonctionnent bien, c'est pas un jeu à somme nulle, généralement. C'est plutôt un jeu où tout le monde est plus bénéficiaire. Après, bien sûr que il y a des inégalités et elles doivent être amenuisées, j'ai envie de dire, d'un point, enfin, de sorte à ce que ça bénéficie à tout le monde. C'est un peu l'égoïsme altruisme. Ça veut dire que c'est dur. On peut pas être 100% égoïste parce qu'à un moment, si on est 100% égoïste, ça peut nous nuire aussi en quelque sorte. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait s'accorder sur les incitations, il faudrait s'accorder sur comment dire nos priorités morales avant tout, et refonder des structures, quelle que soit l'échelle, avec j'ai envie de dire potentiellement un empilement d'échelles qui conviennent aux citoyens qui habitent des territoires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois vraiment pas à des changements, on va dire,
conséquent via des réformes. Et encore moins avec le gouvernement actuel, quoi. Il y a plein de décisions politiques qui sont extrêmement conflictuelles parce qu'on ne s'entend pas en fait sur la priorité morale derrière, et que si on posait les débats sur ces principes moraux et ces valeurs, finalement on arriverait plus facilement à faire des concessions. Si on va au cœur des choses, on arrive plus, à mon sens, j'ai l'impression, la morale, c'est un sujet que tout le monde peut comprendre. C'est pas du tout, enfin, c'est technique, hein, mais tout le monde peut l'aborder, et tout le monde a un sentiment moral. Et donc, il y a plein de sujets où finalement, que ce soit l'immigration, que ce soit la politique monétaire, que ce soit la politique, tout ce qui va être politique extérieure et diplomatie, tout ce qui va être mœurs et culture, toutes ces choses-là, généralement, c'est parce qu'il y a un désaccord moral entre les gens qui discutent, et un désaccord fondamental sur la priorisation de ce qui doit être priorisé en termes moraux. Et donc, en fait, quand on discute sur j'ai envie de dire, la couche d'au-dessus, c'est-à-dire le projet concret, ben, c'est impossible de se mettre d'accord si sur la base, on n'a pas réussi à trouver un accord et un juste milieu. Et c'est pour ça que j'ai tendance à être plutôt dans les morales conséquentialistes plus que déontologues. Donc les conséquentialistes, c'est ceux qui pensent que la morale doit être définie par rapport à la conséquence d'une action et pas au préalable. Il n'y a pas de prérequis moraux en quelque sorte. On réfléchit à la conséquence et qu'est-ce qu'on veut prioriser comme conséquence. Ça peut être plein de choses, ça peut être maximiser le bonheur, minimiser la souffrance, maximiser mon bonheur à moi, on peut tout imaginer, mais en tout cas on peut avoir un cadre commun de réflexion. Et à partir de ce cadre commun de réflexion, en fait, on enlève la mauvaise foi. Parce qu'on peut à peu près s'entendre que, par exemple, si on veut minimiser la souffrance, on peut à peu près s'entendre que telle mesure qui choquerait quelqu'un minimise quand même globalement la souffrance, et que en tant qu'individu, ce que je souhaite aussi, c'est minimiser ma souffrance. Donc, avoir quelque chose... En fait, c'est juste trouver, à mon sens, un matching entre le local en tant qu'individu et le global en tant que société et en tant que collectif. Et avoir des logiques... arriver à se mettre d'accord sur vraiment des fondements moraux très, très basiques, mais qui permettent justement de discuter par-dessus avec un peu plus de rigueur que il me semble que dans mon expérience de français judéo-chrétien, je pense ça, il me semble que dans mon expérience de français athée ouvrier, je pense ça, il me semble que dans mon expérience de machin, de se détacher un peu et de pouvoir s'entendre là-dessus, et donc après se dire, au regard de ça, cette mesure-là, elle semble plutôt cohérente, même si moi, elle m'emmerde au plus haut point, parce que dans ma chair et dans mon esprit, ce truc-là m'agace, ou va me désavantager. C'est vrai qu'en fait, comme je vis dans un collectif et que ma liberté s'arrête où celle des autres commence, je suis obligé de faire cette concession-là pour éviter, moi, de me retrouver dans cette situation. Enfin, c'est réussir à trouver une situation d'équilibre en partant de la base et en trouvant un équilibre, en fait, dans la base et dans la discussion de base, plutôt qu'essayer de le trouver en haut, sachant que là, on n'est déjà pas d'accord sur la base. Comment tient tout ce système ? Par la dette. Enfin, c'est la dette qui... C'est le passé, quoi, j'ai envie de dire, qui tient le futur. Et d'ailleurs, plus on avance, plus le futur est endetté, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui se passera ? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est que ce système fondé sur la dette est assez dur à remettre en cause, parce que qui dit... pour arrêter les dettes, il faudrait que tout le monde choisisse un peu d'arrêter ce système, en quelque sorte. Sinon, il y a quelqu'un qui est lésé. Et ça peut partir sur un autre conflit, par exemple. Donc finalement, il y a une espèce d'auto-esclavage, d'auto-domestication sur cette question de la dette des différents États du monde. Moi, je refuse de voir la finance comme un truc, le truc de Hollande, de dire mon principal ennemi, c'est la finance. Ça me semble être une connerie sans nom. C'est pas la finance en elle-même le problème, c'est les règles du jeu actuelles de la finance, où on a une volonté d'avoir un libre marché dingue, et en même temps les États qui peuvent fausser le jeu à n'importe quel moment avec la monnaie.
c'est quand même délirant. On le voit. En plus, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr. Je veux dire, il suffit de regarder les décisions monétaires et les cours des actions et on voit les concordances. Donc, il y a un vrai problème de jeu faussé par les États avec l'impression monétaire. Donc, finalement, pourquoi on n'arrive pas à en sortir ? Parce qu'il y a des équilibres qui se sont créés de cette manière, qui sont très durs j'ai l'impression, à annuler, parce que qui dit annulation dit réaction en chaîne de plein de choses qui sont liées. Et c'est pour ça que la solution de Bitcoin est assez élégante, parce qu'à l'extérieur, même si elle se réinscrit, la création de Bitcoin, elle est extérieure, elle est pleine. Ok, on peut jouer à levier sur des bitcoins, mais en attendant, le système Bitcoin en lui-même, lui, il peut pas, il triche pas. Donc c'est un truc intéressant parce qu'il peut y avoir un transfert de valeur qui va être progressif et potentiellement un changement de système qui peut être progressif. Mais c'est clair que, et en soi, tout n'est pas mauvais dans cette logique de dette. Encore une fois, c'est ça le plus tragique, c'est que ça a permis de faire des choses. Le problème, c'est déjà de la cohérence, c'est-à-dire qu'on a changé de fusil d'épaule sur qu'est-ce qu'on faisait de cette dette, comment la gérer, qu'est-ce qu'on voulait maximiser. Il y a quand même des années où c'était un peu plus Keynes qui était dans la tête des gouvernants, et donc c'était des grands projets d'endettement, mais pour faire des infrastructures, etc. Puis finalement, on a privatisé tout ça en vendant ça quasi à perte par rapport aux dettes qu'on a. Enfin, il y a plein de choix économiques qui sont totalement dingos. Même les 3% de dette, c'est un chiffre arbitraire. C'est pas, c'était le chiffre sous Mitterrand, je crois, de la dette française. Donc c'est la limite des 3%. En Europe, c'est totalement arbitraire. Je ne sais plus quel autre truc aussi tient sur une erreur d'un papier en statistique, un truc dingue, quoi, qui ont des impacts sur nos vies. Donc je pense que c'est vraiment plus l'inertie du système qui est très dur à renverser, qui fait qu'on ne bouge pas trop d'un point de vue monétaire. Et c'est pour ça que si l'innovation vient d'à côté, pourquoi pas. C'est ce que font les crypto-monnaies. Elles permettent aussi et c'est encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une logique aussi d'éveil des consciences, j'aime pas trop ce genre de mots, mais de transmission de l'information et de la réflexion qui passe par ce genre d'innovation. Et là, vraiment, Bitcoin, ça permet de réfléchir au sujet. Et là, on le voit avec SVB, ce qui s'est passé, etc. Les gens disent, oui, ce qu'il y a en banque, c'est du crédit, quoi. Je le possède pas vraiment. Et c'est pour ça que les plus riches du monde n'ont pas c'est pas des actifs qu'ils ont, c'est absolument pas de la monnaie en banque. C'est plein d'autres trucs, mais pas de la monnaie en banque. Donc, ce jeu des monnaies, ça serait intéressant de voir une finance internationale sans État qui triche, quoi. Déjà, ça serait intéressant. Mais c'est surtout qu'en plus, à mon sens, si on se libère de ce truc-là qui est un levier de triche, on peut aussi réussir à faire des États qui sont plus efficients eux-mêmes et qui ont plus comme but de réussir à capitaliser sur finalement leurs citoyens. Parce que ça devrait être ça, même s'il y a la Terre aussi, bien sûr. C'est le jeu, j'ai envie de dire, du hasard qui a donné plus ou moins de l'histoire qui a donné plus ou moins de ressources aux différents États. Mais en tout cas, sinon, ils devraient capitaliser sur ces citoyens, leur capacité à produire de la richesse, de la valeur, de l'innovation, et pas capitaliser sur le fait qu'il est leader à un moment, donc il a une plus grosse armée, donc il a plus de commerce extérieur, donc il peut printer et on l'embêtera pas là-dessus. Il arrivera à absorber, entre guillemets, son print par rapport à d'autres pays qui ne pourront pas. C'est un peu ce qui se passe maintenant, et c'est vrai qu'en changeant cette logique-là, on pourrait arriver, je pense, à des choses plus intéressantes du point de vue de la gestion de la valeur des États, parce qu'actuellement, c'est complètement faussé. Alors, il faudrait quand même, je pense, ça serait très très dur de vraiment avoir un système où il n'y a pas de fractionnaire. Clairement, je me dis que ça serait compliqué. Un système où il n'y a pas de création monétaire qui est surnuméraire. C'est-à-dire qu'une banque, elle a 10 en banque, elle peut émettre 100. Donc la monnaie n'est pas pleine, parce que la monnaie centrale, c'est que 10. Bon, déjà, elle est sur rien, la monnaie centrale. Donc malgré tout, c'est une vue de l'esprit. Mais si on était, par exemple, dans un système où il n'y a que des monnaies pleines, il n'y a que des bitcoins ou des équivalents de bitcoins, donc truc sans dette.
Je sais pas à quel point ça poserait un problème pour la croissance, on va dire, de l'humanité, de plus du tout avoir de système de réserve fractionnaire et de dette basée sur rien. Là, pour le coup, j'ai pas assez creusé pour le savoir. Est-ce que ça serait suffisant, finalement, ce qui est en circulation, avec des jeux de collatéralisation, des très grandes fortunes qui prêteraient aux autres fortunes et qui couvriraient leur taux en fait, de collatéralisation par le fait de reprêter. Est-ce qu'avec des jeux de crédit par collatéralisation, on arriverait à la même à la même possibilité de faire des projets, par exemple, à 50 ans qui coûtent des milliards et des milliards sans monnaie dette? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Pour le coup, j'ai pas assez étudié les alternatives à un système où il y aurait plus du tout de réserve fractionnaire. En termes d'impact sur vraiment le financement, parce que bon, ok, à chaque fois on adore dire qu'il y a des centaines de trillions de dérivés en termes de valeur, c'est beaucoup plus que la masse monétaire mondiale. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que qu'est-ce qu'ils apportent comme valeur ces dérivés? Bien sûr qu'il y en a qui apportent sûrement peu de valeur, enfin qui sont des purs outils de spéculation financière. Et ça, on peut en juger. On peut se poser la question si moralement on trouve ça bien ou pas. C'est un autre débat. Il y a quand même plein de trucs qui sont utiles. C'est-à-dire que quand un paysan il peut hedger sa récolte, quand il peut faire une couverture sur sa récolte, ben ça lui permet d'avoir un revenu finalement qui est fixe au lieu d'avoir les aléas des récoltes. Donc il y a des choses qui peuvent être quand même très utiles. La question c'est dans quelle mesure ce système financier construit sur le levier de dette pourrait fonctionner si la base de la dette n'existe plus, c'est-à-dire la création monétaire, quoi. La régulation, c'est un scam. Bon, déjà, je voudrais commencer par une petite phrase amusante que j'ai vue chez Sébastien Gouspillou, qui disait « faute régulée à moitié pardonnée ». J'ai trouvé délicieuse. Donc déjà, je voulais faire cet hommage parce que j'ai trouvé vraiment cette phrase excellente. Parce qu'elle elle se vérifie, quoi. C'est ça qui est assez dingue. Et non, la régulation en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est que là, on est dans du calibre de connivence où les grandes institutions, la haute administration communique énormément avec le privé capture le régulateur, les régulateurs travaillent chez le privé. Il y a un mélange des genres qui devient assez inquiétant avec un contrôle démocratique qui est assez faible. Et comment dire, en soi, qu'il y ait les comptes, les dépôts des épargnants qui soient garantis, c'est pas forcément une mauvaise chose. Qu'il y ait des mesures qui fassent en sorte que les institutions bancaires aient des limites, etc. Pourquoi pas non plus? Moi, c'est juste que je suis pour des logiques optionnelles. Je serais vraiment pour que demain, je puisse lancer une banque sans demander la permission à personne, ce qui est un peu le cas avec les cryptos. Mais qu'en revanche, je puisse pas j'ai pas un label finalement qui me donne une responsabilité comme si j'étais banquier, même si le fait que si je commets des arnaques, je dois les payer, mais qu'en tout cas, j'ai pas la même responsabilité qu'une institution financière. Et que du coup, mes clients n'ont pas la même protection qu'une institution financière qui serait encadrée. Ça me semblerait beaucoup plus sain, à mon sens. Parce que déjà, ça enlèverait les oligopoles et les monopoles d'agrément. C'est le cas avec les opérateurs. Pour les opérateurs, c'est encore un autre sujet parce qu'on pourrait se demander la pertinence d'avoir 4 antennes sur le même poteau de 4 opérateurs différents en termes d'efficience. Mais sur, par exemple, le bancaire, ou la gestion de fonds, où il y a énormément de professions comme ça réglementées qui ne sont pas du tout libéralisées. Moi, je serais pour qu'elles soient libéralisées et que l'État appose son sceau sur ceux qui le souhaitent en disant, lui, il s'oblige à faire ces trucs-là.
Donc, si vous voulez aller chez quelqu'un qui s'oblige à faire ces trucs-là, qui a cette responsabilité, du coup, s'il ne les fait pas, et où moi, avec cet argent commun qu'on a, je vous garantis que je me chargerai de... Et déjà, en fait, s'il n'y avait pas de création monétaire ex nihilo, je pense que la gestion de ce genre de choses, par exemple, serait beaucoup plus, incentivée. Parce que si ça coûte énormément et directement, parce que même si c'est un coût, hein, avec la création monétaire, ça masse toujours le coût. On voit beaucoup moins le coût. Si ça coûtait énormément à la collectivité, déjà, on se rendrait plus compte des erreurs, on voudrait peut-être plus le contrôler. Donc, c'est aussi toute une logique plus intéressante. Mais moi, en soi, voilà, je suis pas contre la réglementation. Je suis pour qu'elle soit optionnelle. Je pense qu'il y a certains domaines où c'est important, comme les domaines où il y a un risque existentiel, certains domaines scientifiques, donc IA, recherche bactériologique, tous les trucs un peu où il y a clairement un risque existentiel. L'autre, et finalement il y a un autre champ où il y a presque un existentiel à mon sens, c'est la publicité d'information. Donc aussi avoir des cadres des systèmes d'information, je sais pas, obliger les géants à dévoiler leurs algorithmes et les mettre open source, sur la recommandation, parce que avec des recommandations on peut faire tomber un État. Donc réfléchir à ces sujets-là, à ces sujets de... c'est de la manipulation. Après, on est toujours en train de se manipuler, il ne faut pas se voiler la face. Enfin, on est sans cesse en train de défendre des idées, de vouloir influencer l'autre, etc. Mais d'encadrer un peu cette influence, en quelque sorte. Ou en tout cas, les règles du jeu de cette influence, ou la transparence de cette influence. Mais en tout cas, je pense que c'est un point important. Et que tout le reste soit... après, il y aurait plein d'autres sujets, parce que là, si on fait une constitution et des institutions, on en prend un bon bout de temps. Mais bon, l'eau, il y a des trucs quand même où c'est important qu'on arrive à les mettre en commun, donc on s'entende, donc qu'il y ait des espaces réglementés. Mais en tout cas, ce qui est purement financier, moi, je suis pour les trucs qui produisent des résultats et qui maximisent l'efficience, l'innovation et la liberté. Donc en fait, par exemple, moi, tout ce qui est identification, etc., je suis ultra contre. Déjà, je suis pour la privacy by design et qu'on ait des choses qui permettent de désanonymiser quand on a un soupçon. Ce qui existe, Monero fonctionne comme ça. D'ailleurs, la majorité des techs qui ont de l'anonymisation sont réversibles si la personne fait cette réversibilité. On pourrait même avoir des systèmes avec des garde-fous qui pourraient faire de la réversibilité pour les autres. Enfin, on pourrait en tout cas se poser la question de comment avoir de la privacy by design et plus être dans toutes ces logiques de KYC, de papier à outrance qui peuvent prendre 20% du bilan des banques et qui ne produisent pas de résultats, parce que c'est même pas 0,2% des flux qui sont arrêtés. Alors il y a tous ceux qui vont dire oui, mais il y a tous les flux, que ça dissuade. Mais what else, par rapport à la galère que ça crée pour les entrepreneurs qui vont essayer de faire des choses dans ces secteurs et pour la galère que ça crée pour les clients, c'est plutôt de la perte de valeur immense. Et on le voit avec les cryptos, quoi. Quand ça va vite, je suis désolé, les IC on peut critiquer, mais un truc où n'importe qui pouvait envoyer du blé dans le monde entier sur n'importe quelle idée, ok, il y en a plein qui se faisaient arnaquer, mais moi je suis pour qu'on les poursuive, les scammers. Enfin, un scam est un scam, quoi. On n'a pas besoin d'essayer de on peut vouloir le punir à l'avance, mais personnellement, moi, je suis plutôt pour punir après. Et il y a des trucs où, s'il y avait de la surveillance active, on pourrait arrêter plein de choses à l'avance. Parce que les mecs, ils communiquent avant. Donc, déjà qu'on fasse le boulot, quoi. Comment des trucs comme OneCoin ou d'autres, ou BitConnect, qui étaient quand même des trucs d'ampleur dingue, ou même si on va plus loin, Herbalife. Comment ces trucs-là existent, quoi? Enfin, il y a un moment, les trous dans la raquette, ils sont immenses, et pourtant, on en paie tous le prix avec des mesures absurdes, qui sont aussi là pour protéger les fuites de liquidité, des bank runs et ce genre de choses. Mais en tout cas, je suis totalement contre ce genre de régulation, personnellement. Et voilà, j'aurais plus tendance à être sur des règles optionnelles, où finalement, on encadre ceux qui souhaitent s'encadrer, avec des normes qui sont communes, avec des responsabilités communes, avec des garanties communes. Et après, on laisse le foisonnement à côté, et par contre, on surveille ce foisonnement. Et quand il y a un nouveau truc, au lieu de vouloir le pré-légiférer et le pré-réglementer, on
on dit aux entrepreneurs, venez nous voir, tous les 2 mois, vous nous faites un rapport de ce que vous êtes en train de fabriquer. Nous, on se forme pour comprendre ce que vous faites et on veille à ce que vous ne soyez pas en train de faire n'importe quoi. Et en plus, il y a les capacités pour le faire, quoi. Enfin, il y a les capacités. Bien sûr qu'il y a de l'argent redirigé de certains endroits à d'autres endroits. Mais je veux dire, il y a 15 000 employés à la Banque de France, de mémoire, ou 12 000, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ils sont plus de 10 000. Ils ne gèrent pas de monnaie. Presque pas. Ils gèrent les balances du pays, pas de monnaie. Je pense que sur ces 10 000 personnes, il y en a pas mal qui pourraient s'occuper de former, par exemple, des gens sur ces nouveaux sujets, de les embrasser, de faire des expériences, de proposer des choses. Et ça, c'est à mon sens, c'est le problème de la réglementation, c'est quand il y a une capture du régulateur, que ça crée des oligopoles, parce que c'est obligatoire. Je crois qu'en banque, aux États-Unis, il n'y a pas une licence bancaire qui a été donnée depuis plusieurs dizaines d'années. Et en France, on n'est pas loin d'être pareil. Là, tout récemment, je crois qu'il y a Conto qui en a eu une licence d'établissement de crédit, donc le niveau le plus haut en termes d'agrément. Mais avant, ça faisait 20 ans qu'il n'y a pas eu un établissement qui en a eu une. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que quand un secteur n'a plus de nouveaux players, c'est problématique. Parce qu'on sait que les acteurs ne vont pas même si on peut essayer de lutter contre les cartels, les arrangements, etc., il n'y a rien de mieux qu'un acteur extérieur pour venir bouleverser un cartel existant, quoi. Satoshi Prométhée moderne. C'est intéressant comme question. Satoshi, est-ce que c'est le Prométhée moderne ? Est-ce qu'il y a un Prométhée moderne déjà ? Parce qu'il y a des Prométhées. Mais je sais pas, parce que je trouve pas qu'il y a la notion de punition dans ce que fait. Justement, Satoshi est un anti-Prométhée dans le sens où il a dévoilé sans dévoiler. Et après, bon, il y a le fait que je suis pas fan du divin. Donc, personnellement, la notion de Prométhée ramène toujours à ça. Mais symboliquement, en tout cas, il apporte quelque chose. Clairement, une innovation. Mais il disparaît. C'est là où, à mon sens, il n'est pas vraiment prométhéen, parce que j'espère qu'il n'en souffre pas. A priori, j'espère que c'est le cas. Et ça devrait être le cas, vu qu'on ne l'a pas trouvé. On peut penser qu'il vit sa vie, ou elle vit sa vie, ou ils vivent leur vie. Non, ouais, je pense en tout cas qu'en termes d'apport technologique, oui, il y a quelque chose de prométhéen. Parce qu'il y a un bon paradigmatique sur les institutions. C'est vraiment le truc pour moi, c'est que ça apporte une nouvelle manière de faire des institutions. Mais après, il y a tellement d'autres bouleversements dans notre domaine. Je sais pas si pour moi, s'il y a un truc qui va être de l'ordre du feu en termes de révolution technologique, ça va plus être l'IA, si on parvient à l'encadrer et à faire quelque chose qui soit aligné avec nous. Parce que je pense foncièrement que ça nous mettrait une croisée des chemins où si on merde, c'est la fin. Si on réussit, c'est la fin de nos calvaires. Donc en fait, divers et variés. Peut-être qu'il y aura encore de la domination entre les hommes, mais en tout cas, théoriquement, on pourra résoudre tous les problèmes qu'on puisse avoir. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que l'Éden est à portée de main, et donc l'IA aura une implication si elle parvient à ce niveau d'intelligence générale et qu'elle nous dépasse totalement en termes de pensée, et que du coup qu'on arrive à l'exploiter entre guillemets pour résoudre des problèmes. Je pense que c'est ça le feu, quoi. Là, c'est plus Sam Altman qui est Prométhée en ce moment. Même si en plus c'est pas bien de faire des espèces d'idolâtrie sur lui, mais à la rigueur, les Prométhées vont plus être du côté de l'IA, je pense. Parce qu'en plus, il y a cette logique où s'ils merdent, par contre, ils seront punis pour l'éternité, j'ai envie de dire, avec l'humanité tout entière. Mais aussi punir, ajoute un truc moral. Je parle pas forcément d'un truc moral. Mais ouais, Bitcoin, c'est plus
pragmatique, je trouve, et concret sur nos sociétés. Ça va avoir des implications énormes, et c'est une grosse révolution paradigmatique. Mais c'est pas non plus le feu, quoi. C'est une des grosses révolutions, quoi. C'est plus l'électricité, je vais dire, en quelque sorte, pour moi. C'est une nouvelle manière de gérer nos institutions, comme l'électricité est une nouvelle manière de transmettre et de produire notre énergie, en quelque sorte. Chose qu'on savait déjà faire un peu différemment et qu'on a fait passer à un nouveau niveau. Là, c'est sur l'aspect institution qu'on passe à un nouveau niveau, je pense. Comme avec Internet, on est passé à un nouveau niveau de communication. Mais quand on n'avait pas de feu et on a eu le feu, on a carrément changé notre parcours d'évolution, en quelque sorte. Parce qu'on a commencé à manger de la viande qui était plus crue, etc. Donc ça nous a carrément modifié en tant qu'humain et en tant que société. Et je pense que la prochaine étape qui nous fera la même chose, c'est l'IA, ou l'IA combinée aux nanotechnologies et ce genre de trucs, plus que les cryptos. Les cryptos sont très sociétales, c'est ça qui est intéressant, et très ancrés dans la société. C'est vraiment extrêmement concret, quoi. C'est des infrastructures et des cadres d'interaction entre nous. Donc, finalement, j'ai envie de dire que le feu en tant que tech pourrait être non humain. Les cryptos n'auraient pas de sens chez des chimpanzés, quoi. Alors que l'IA aurait aussi du sens chez les chimpanzés parce qu'ils pourraient lui communiquer ce qu'ils veulent faire, entre guillemets, ils pourraient le faire. Alors que les cryptos, vu qu'ils n'ont pas ce niveau de société, ils n'en ont pas besoin. Les cryptos sont vraiment extrêmement humaines, quoi, dans leur conception. Super. Et résolvent notre gros problème qui est la création de confiance dans les sociétés. Parce que c'est vraiment la défiance, c'est l'épidémie, quoi, à combattre. Et c'est une épidémie, hélas, qui en ce moment se propage parce que diverses crises à la fois financières, à la fois climatiques, à la fois en termes de santé, les logiques des réseaux sociaux qui sont dans de la polarisation extrême. Il y a plein de trucs qui font converger vers de la défiance. Alors, comme je disais au début, c'est le moment où il faudrait qu'on arrive à avoir de la confiance un peu les uns les autres et qu'on se mette d'accord sur 2-3 sujets importants, quoi. La théorie des jeux expliquée. Dans Bitcoin, l'équilibre, il est que la récompense de celui qui sécurise est liée à la confiance du système. Donc, il a intérêt à avoir un comportement vertueux pour que le système conserve de la confiance et que du coup, sa récompense accroisse en valeur. Et de la même manière, les gens qui sont dans Bitcoin ont intérêt que Bitcoin fonctionne bien et donc à proposer à l'améliorer de la meilleure manière pour que eux qui possèdent des Bitcoins et des Bitcoins qui prennent en valeur. Et de la même manière, ils ont intérêt plutôt à le spread et que ce soit utilisé et que ça convienne au plus grand nombre pour que la valeur augmente toujours tout en ayant une convergence des intérêts. Donc c'est vraiment l'équilibre de Nash de Bitcoin. Donc dans la théorie des jeux, c'est le schéma de jeu vers lequel on va se diriger en termes de coopération ou non-coopération de manière en quelque sorte naturelle parce que mathématiquement, ça fait plus sens d'aller dans cette direction-là. Dans le cadre de Bitcoin, fonctionne assez bien parce que on a clairement un alignement des intérêts à tous les niveaux. Même un mineur qui pourrait avoir plus de 51%, il n'a pas d'intérêt à déclencher plus de 51%. En fait, il va créer de la défiance, donc il va s'amputer potentiellement son revenu. Sous réserve que les acteurs aient des comportements plus rationnels, hein, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, dans le cadre de Bitcoin, à mon sens, la manière de le résumer, c'est ça, c'est que la récompense financière est basée sur j'ai envie de dire, la somme de confiance que les individus projettent dans Bitcoin. Et pour que cette somme de confiance soit maximisée, il faut qu'ils y trouvent le plus d'intérêt aussi en tant qu'individu. Et en maximisant cette satisfaction commune, le mineur gagne plus aussi. Donc il y a un cercle vertueux. Le problème étant, est-ce que les incentives suffiront s'il n'y a pas plus d'usage sur le réseau sur le long terme ?
Et ça, à mon sens, c'est un vrai problème pour Bitcoin, même s'il y en a qui s'opposent à le considérer comme un problème et qui disent que ça trouvera un équilibre de valeur là où ça trouvera un équilibre de valeur. En tout cas, ça met potentiellement un palier à sa croissance. Alors que moi, je travaille sur des choses pour des logiques universalistes. Donc, je suis pas fan de se dire, moi, c'est mon truc et puis ce sera pas adopté. Si un truc est bien, je considère que j'aimerais bien que la majorité l'adopte ou la globalité l'adopte. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui sont pas dans ces démarches, qui disent, moi, en fait, ça me va d'être dans. Ce que je veux, c'est opt-out avant tout. Après, que les gens l'utilisent ou pas, tant que pour moi, il fonctionne, ça me va. Et c'est deux logiques différentes. Donc, du point de vue de l'opt-out, c'est clair que Bitcoin jouera son rôle. Je vois pas comment ça peut casser, quoi. Parce que même si sa valeur, elle baisse et qu'il y aura toujours des gens qui auront un intérêt, en plus de l'intérêt économique, à miner. Dans le sens où ils veulent que ce système existe, et il y a des gens, parce que des gens vont donner de la valeur à ce système qui existe. S'il est bien réparti en termes de décentralisation, etc. Mais en réalité, oui, si on veut quelque chose de global, par contre, je pense qu'il faut réussir à avoir quelque chose qui prend le relais sur les fees pour garder finalement cette résilience. Et là, on le voit, parce que souvent, on prend la métrique du hash rate, mais la métrique la plus pertinente, ça serait plus le prix du hash par Bitcoin produit. Et celui-là, il n'est pas en augmentation croissante comme le hash rate. Donc le réseau n'est pas plus sécurisé là. Là, il stagne plutôt en termes de sécurisation, voire il baisse un petit peu, si on prend cette métrique-là. Et ce qui est cohérent de la part des acteurs économiques. Après, s'il y a de nouveau un pump de Bitcoin, sûrement que la sécurité remontera de ce point de vue-là. Mais théoriquement, sa sécurité, si le système il spread, il fonctionne bien, elle devrait être croissante. Et c'est l'usage qui devrait prendre ce relais. Et pour l'instant, c'est pas assez le cas, je pense. Je suis pour l'intégration de Bitcoin avec des L2 autres que Lightning. Je pense que Bitcoin et un système de zero knowledge pourraient être hyper complémentaires. C'est quelque chose que Nicolas Baca défend aussi, que d'autres acteurs défendent aussi. Ça permettrait de dynamiser d'autres usages. Et si les gens ont le choix de settlement entre Bitcoin et d'autres chaînes, normalement, la chaîne la plus logique, si on veut un settlement le plus sécurisé possible, c'est Bitcoin. Donc, il n'y a pas de raison de pas utiliser cette chaîne. Ce protocole qui est pour l'instant le plus robuste, parce que je pense que le pot est imbattable, clairement, pour l'instant. En tout cas, le proof of stake a des problèmes qui ne sont pas résolus, qui font le job, mais qui ne sont pas résolus du point de vue de la plutocratie et de la concentration potentielle du pouvoir que Bitcoin offre, quoi qu'il se passe. Et donc, pour moi, c'est la plus grande erreur qu'a fait Ethereum, c'est de passer en proof of stake. Parce que ça va être un gain à court terme, mais je ne suis pas sûr que ce soit un gain à long terme. Et ça, c'est un gros avantage pour Bitcoin qui restera, parce que tout le monde ne le comprendra pas, mais ceux qui comprendront la force de la proof of work s'en sépareront pas, quoi, en quelque sorte. Parce que c'est ce qui offre le plus de neutralité actuellement. Et de par la théorie des jeux sous-jacente, quoi. Donc pour moi, je serais pour maximiser l'usage de Bitcoin par le travail d'amélioration du protocole pour communiquer avec d'autres protocoles. Le message. Je pense que le sujet, c'est en tout cas pour les gens qui potentiellement regardent, c'est de vraiment... Enfin, s'il y a un sujet intéressant, c'est celui qu'il y a deux phases dans la découverte des cryptos, justement, et c'est un peu le problème comme ça en boucle avec le début sur le Web3. C'est qu'il y a une espèce de mini-sacrifice, enfin, c'est pas un sacrifice, j'aime pas le mot sacrifice, il y a un mini-effort intellectuel à fournir qui peut quand même être conséquent parce que c'est un renversement paradigmatique pour comprendre comment ça fonctionne. Et que cet effort-là, il faut, à mon sens, pousser pour qu'un maximum de gens le fassent, plutôt que de vouloir mettre du vernis qui crée de l'adoption sans prise de conscience. Voilà, moi, ça serait mon plus gros point, ça serait de pas oublier les sujets fondamentaux derrière,
et de continuer d'être pédagogue dans l'usage, quoi, dans les applications. Ça peut être un truc simple, hein, mais il va y avoir avec la Account Abstraction beaucoup plus de wallets qui vont être très faciles à créer avec juste un portable ou autre, une signature avec Face ID, n'importe quoi. Bon, par exemple, je ne sais pas si toutes les DApp elles mettent un message quand les gens ils ont des espèces de wallets moins sécurisés en leur disant bon, maintenant vous commencez au-dessus d'une certaine somme, vous commencez à avoir un peu de sous, donc privilégiez peut-être une solution un peu plus sécurisée avec un lien qui explique la différence entre ces différentes sécurisations. Bah, ce genre d'initiative pourrait être, à mon sens, intéressante de sécurité. Moi, je pense qu'on peut continuer d'éduquer dans la phase applicative là, qui arrive, à mon sens, on va pouvoir continuer d'éduquer, c'est important de le faire. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est hautement politique, la décentralisation, la distribution qu'il y a dans les réseaux crypto, mais pas que. C'est aussi pour des raisons techniques, de résilience, enfin pour des raisons, pour le système lui-même en fait, quoi. Parce j'ai l'impression que souvent on oublie, on prend ses choix uniquement pour des choix politiques, alors que c'est aussi des choix techniques. C'est-à-dire que un réseau distribué, il peut pas être DDoS par exemple. C'est une de ses particularités, ou plus difficilement en quelque sorte qu'un acteur centralisé. Donc il y a des avantages techniques à ça, à prendre en compte et à pas forcément, usurper ou prendre juste pour surfer sur une vague. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, le message, s'il y a un message, c'est d'essayer de continuer une certaine pédagogie à travers l'applicatif, essayer de faire ce petit saut intellectuel qui demande un minimum d'effort parce que c'est renversant en fait, et de réussir à impliquer le plus de personnes possible pour que ce soit encore plus des communs, en fait, tout simplement. Toujours dans une logique d'universalisme, même si c'est pas forcément ce que souhaite tout le monde.